Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes à Paris devant le NUMA, un incubateur d'entreprises innovantes qui est aussi un espace de réflexion et de création. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et réagir sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, place au sommaire. Cette semaine, Futur Mag s'en prend plein les yeux et plonge au cœur d'une technologie pleine d'avenir. Les diodes organiques vont révolutionner le monde de l'éclairage et de l'affichage. Le fait d'avoir quelque chose d'extrêmement fin, flexible et qui éclaire réellement va révolutionner beaucoup de choses. Puis nous découvrirons le financement participatif sur Internet ou crowdfunding, une innovation économique qui permet aujourd'hui de faire naître des projets créatifs sans passer par une banque. C'est un projet qui est un projet entre potes au départ, donc niveau crédibilité, on n'était pas sûr que les banques puissent nous suivre. Et enfin, direction l'Allemagne et l'Italie, où nous verrons comment utiliser les cerfs-volants à la place des éoliennes classiques pour fabriquer de l'électricité. Un projet pas si farfelu. L'idée d'Enerkite est d'apporter l'électricité là où on en a besoin. Dans le désert, dans les montagnes. Aujourd'hui, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones sont omniprésents et en particulier dans un incubateur d'entreprises innovantes comme celui-ci. Et c'est la conséquence de l'avènement des écrans plats à haute définition. Dans notre rubrique Objet, aujourd'hui, nous allons écrire la suite de l'histoire. Grâce à la technologie des diodes organiques, l'affichage numérique est sur le point de faire un nouveau bond en avant. Les écrans nouvelle génération seront plus fins, plus lumineux, plus contrastés et même souples grâce à des millions de points lumineux d'une toute nouvelle technologie, les diodes organiques, autrement appelées OLED. Dans le design, l'automobile ou l'éclairage, l'OLED ouvre de nouvelles perspectives éblouissantes. Sa souplesse permet d'imaginer dans le futur des carrosseries lumineuses ou bien même une télé qu'on pliera comme une feuille de papier. Si cela ressemble à de la science-fiction, beaucoup d'objets n'en sont qu'au stade de prototype. Et pourtant, certaines applications existent déjà. Le monde de la télévision a déjà succombé aux OLED. Quand les gens achètent une télévision, le premier choix, c'est la qualité d'image. L'OLED permet d'avoir une qualité d'image inégalée aujourd'hui par rapport à d'autres technologies. Avec les anciennes technologies, l'écran était constitué de pixels ou points lumineux éclairés par rétroéclairage. Les télés OLED, elles, ont des pixels qui produisent leur propre lumière, ce qui permet des nuances de couleurs infinies. Et ce n'est pas le seul avantage. La technologie permet d'avoir des écrans qui sont concaves, ce qui permet d'avoir une meilleure immersion dans l'image, ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec de la technologie LCD ou plasma, où tout est encastré dans deux dalles de verre, et le verre, par principe, n'est pas très souple. La technologie OLED s'applique aussi aux smartphones, ce qui permet de rendre leurs écrans moins fragiles. Cependant, cette innovation a un coût. Par exemple, pour une télé OLED grand modèle, il faut compter autour de 7 000 €. Mais les prix vont être divisés par 2 d'ici la fin de l'année et devraient continuer de baisser. Alors comment fonctionne cette technologie du futur et comment va-t-elle révolutionner nos usages? Pour le savoir, direction Bordeaux, où se trouve l'un des laboratoires les plus pointus d'Europe dans ce domaine. Il est dirigé par le professeur Hadzi Ioannou. D'origine grecque, il a travaillé dans les meilleurs laboratoires du monde pour mettre au point l'OLED. Ici, on travaille avec des matériaux essentiellement de provenance organique. Effectivement, aussi curieux que cela puisse paraître, l'OLED est bien issu de la chimie organique, c'est-à-dire à base de carbone. C'est une technologie qui change radicalement de ce qui existait jusqu'à présent, avec les LED fabriqués en métal. Une OLED est composée de 3 couches, 2 électrodes en plastique et une couche active de matériaux organiques à base de carbone au milieu. Lorsqu'un courant passe entre ces 2 électrodes, la couche intermédiaire émet de la lumière. Voilà pour le principe. Mais pour obtenir un ensemble varié de couleurs, il faut synthétiser les différents types de molécules qui constituent la couche active. Et ça, c'est tout le travail de Guillaume Garbeil. Donc là, nous allons faire la première vérification qui se fait en fin de synthèse. Il s'agit de regarder la couleur qu'ont nos composés. Donc, afin de masquer les lumières parasites, on va utiliser cette boîte. Et donc là, on va pouvoir voir directement leur couleur. Cette solution qu'on appelle une encre
va être étalé entre deux électrodes en plastique pour obtenir ce genre d'objet. C'est une OLED donc, qui émet la lumière quand on met l'électricité dedans. On peut obtenir différentes tailles, différentes couleurs et régler l'intensité lumineuse. Et ils peuvent devenir aussi flexibles, comme celui-ci par exemple. L'avantage de l'OLED, en plus d'être flexible, c'est d'être économe en électricité par rapport à nos vieilles ampoules. La lumière aujourd'hui, quand il fonctionne longtemps, si on met la main dessus, c'est comme un grille-pain. Et ici, ça fonctionne maintenant à quelques moments et elle n'est pas chaude. Ça veut dire que l'énergie électrique se transforme en lumière, c'est qu'il y a moins de pertes. Qui dit moins de pertes, moins de consommation d'énergie. C'est plus que révolutionnaire. Il reste encore des choses à améliorer, notamment la fiabilité de ce dispositif, car l'OLED se dégrade au contact de l'eau et de l'oxygène. La science en laboratoire maîtrise la fabrication de l'OLED à petite échelle, et le grand défi, c'est le passage à l'industrialisation. En France, une seule entreprise y est parvenue, et elle se trouve à Toulon. David Gabory, l'un des directeurs, croit dans le potentiel infini de l'OLED. Il faut bien comprendre que de la lumière, pour éclairer ou se signaliser, on en a besoin partout. Et donc là, le fait d'avoir quelque chose d'extrêmement fin, conformable, flexible, comme vous allez pouvoir en mettre un peu partout, presque comme un scotch, et qui éclaire réellement, va révolutionner beaucoup de choses. Produire des OLED est très contraignant et pose de nombreux défis. Il faut obligatoirement une salle blanche où les taux de poussière, de température et d'humidité sont contrôlés en permanence. Nos machines fonctionnent sous vide spatial. On a des matériaux qui sont hyper oxydables. Cette matière ne doit absolument pas voir l'oxygène. Donc c'est pour ça qu'on est sous vide spatial et sous azote. Créer du vide spatial est une prouesse technologique. Dans le vide spatial, il n'y a aucune matière, ce qui permet d'éviter tout grain de poussière pouvant abîmer l'OLED. Mais cette technologie de pointe coûte cher. Le prix est induit par l'outillage qu'on est obligé de mettre en place pour produire cette OLED, la machine que vous voyez ici, qui est une machine extrêmement chère, entre 10 et 40 millions. La start-up lancée il y a 7 ans n'est pas encore bénéficiaire, mais l'avenir est prometteur. Il faut forcément travailler avec énormément de passion. Vu l'énergie que vous êtes obligé d'y amener, on est sur des choses qui sont innovantes, où on a l'impression qu'il y a tout un monde à découvrir. Les applications immédiates les plus simples sont dans le monde du design haut de gamme. Ce lustre à base d'OLED est installé dans un cabinet de notaire parisien. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est la différence structurelle entre les sources d'éclairage classique et l'OLED. La source d'éclairage classique, ça a toujours été un point lumineux très éblouissant et qui dégage beaucoup de chaleur. Aujourd'hui, l'OLED, c'est le contraire. C'est une lumière qui n'éblouit pas, qu'on peut regarder en face. Ça ne dégage pas de chaleur. Ça implique que jusqu'à présent, les designers, pour des raisons de protection de la chaleur et surtout d'éblouissement, pour générer une lumière qui est agréable physiologiquement, dessinaient des abat-jours. Que l'OLED, c'est la disparition de l'abat-jour. On ne dessine plus de la matière, on va dessiner et sculpter de la lumière. Design, économe en énergie, ultra plate et flexible, l'OLED va envahir notre quotidien. C'est la star incontestée des technologies d'aujourd'hui et de demain. La technologie que l'on vient de voir dans le documentaire vous paraît peut-être un peu futuriste. Pourtant, sachez que les écrans tactiles, souples et fins comme une feuille de papier, arrivent bientôt sur le marché et c'est notre bref du web. Ultra flexible et ultra fin, voici ce que pourraient être nos futurs smartphones. Les géants européens et coréens de l'électronique rivalisent d'imagination pour inventer l'avenir de nos écrans. Brian Berkeley, le vice-président de Samsung, avait ainsi créé l'événement en janvier 2013 en exhibant le prototype d'un écran totalement souple qu'il avait sorti de son portefeuille. Avant Samsung, Philips, LG et Sony avaient présenté des prototypes similaires, comme cet écran de télévision totalement flexible. Cette technologie a également inspiré à Intel une feuille tactile qui permet de lire ou de partager en un seul geste plusieurs documents. Ces produits sont encore au stade de la recherche, mais ils pourraient très vite envahir notre quotidien.
Numa, où nous sommes, a été en partie créé grâce à ce que l'on appelle le crowdfunding, en français le financement participatif. D'ailleurs, les marches de cet escalier portent le nom de ceux qui ont contribué à la création de cet endroit. Cette pratique très en vogue aujourd'hui a également permis de financer notamment la campagne d'un certain Barack Obama en 2012. Nous partons à la rencontre des acteurs de cette nouvelle économie qui fait la part belle à la notion de partage. Le crowdfunding, qu'on peut traduire littéralement par financement par la foule, permet à des porteurs de projets de collecter des fonds sur Internet directement auprès du grand public. Lancé aux États-Unis en 2003, le phénomène connaît un essor mondial grâce à l'explosion du web et des réseaux sociaux. Au départ, il a permis de lancer la carrière de jeunes chanteurs. Et ensuite, il s'est élargi à toutes les sphères créatives avec le financement d'œuvres en tout genre. Aujourd'hui, une foule d'initiatives voit le jour grâce à ce mode de financement participatif. Et pas seulement dans le domaine culturel, mais aussi dans l'humanitaire, comme pour cette mission pour les enfants du Cambodge. Ou bien encore dans le secteur scientifique, avec cette ambitieuse collecte qui a récolté plus de 300 000 € pour financer une partie de la construction du vaisseau d'exploration sous-marine, le Sea Orbiter. La plupart des projets sont bien plus modestes, mais avec le financement participatif, une multitude de petites entreprises innovantes sont en train de se créer. Exemple, à Annecy, en Haute-Savoie. Il y a à peine un an, Julien et Florent ne s'épanouissaient pas dans leur travail. Animés par le désir d'entreprendre et de créer leur propre activité, ils se retrouvent dans ce café pour discuter d'un projet original. Une fabrique de lunettes en bois. On est tombé sur un projet à la base sur Internet de lunettes en bois. On avait vu à l'étranger. Et moi, je suis ébéniste de formation, donc ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Puis après, on s'est dit, on va aller voir les banques, mais les banques, on a 25 ans, on n'a pas d'apport personnel. C'est un projet qui est un projet entre potes au départ, donc niveau crédibilité, on n'était pas sûr que les banques puissent nous suivre. Du coup, on s'est tourné vers d'autres méthodes alternatives. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment qu'il y a des projets qui se développent sur des plateformes de financement participatif. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant déjà, en étant tout jeune, d'avoir un premier retour sur notre produit pour voir si les gens allaient nous suivre sans qu'il y ait aucun produit déjà créé à la base. Pour tester leur idée, les copains commencent par se choisir un nom de marque, le collectif Shelter, et réalisent une vidéo soignée de présentation de leurs lunettes en bois écologique et originales. Ensuite, ils prennent contact avec l'une des 50 plateformes françaises de financement participatif. Leur choix se porte sur KissKissBankBank, pionnière du secteur et spécialiste du don contre don, l'une des formes de financement participatif. Fondée en 2009 par Vincent Ricordo, elle connaît une croissance vertigineuse de 500% par an et a accompagné plus de 20 000 projets depuis le début. Le pôle, on va dire, moteur sur une plateforme comme la nôtre, c'est l'équipe de modération de projet. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur notre plateforme, tous les projets arrivent en fait sur cette table. Et donc, c'est tous ces jeunes gens qui décident si finalement les projets doivent être présentés au public ou pas. Sur cette plateforme, seuls les projets créatifs et innovants sont retenus. Une fois sélectionnés, la collecte peut commencer. Le rôle de la plateforme de financement participatif est de mettre en relation un créateur plein d'idées, mais sans argent, avec une foule de personnes prêtes à le financer en échange de contrepartie. En s'inscrivant sur le site internet, le porteur du projet choisit le montant demandé, généralement situé entre 3 000 et 5 000 €, et la durée maximum de la collecte. Si le projet est financé, la plateforme prélève environ 8%. À l'issue du délai, si la somme n'est pas atteinte, l'intégralité des dons doit être restituée. Mais dans 60% des cas, les collectes sont des succès. Au fait, y a-t-il une recette pour réussir son financement ? Réussir une collecte de fonds, c'est arriver à agréger une communauté qu'on peut décrire en 3 cercles. D'abord, les gens qu'on connaît. C'est ce premier cercle d'amis, de familles, de collègues, de clients éventuellement ou de fans qu'il faut d'abord arriver à fédérer autour de votre projet. Et la magie des réseaux sociaux, c'est que ce premier cercle, à partir du moment où il est impliqué dans votre projet, va devenir ambassadeur de ce projet en question et va toucher du coup un deuxième cercle qui sont soit des gens que vous connaissez par intermédiaire, soit potentiellement des gens que vous ne connaissez pas du tout.
Et puis ensuite, si ce deuxième cercle se transforme également en ambassadeur, vous allez toucher un troisième cercle de gens qui n'ont aucun lien avec votre premier cercle. Et c'est ce qui s'est passé par Shelter, tout simplement parce que à l'intérieur de ces contreparties, Shelter propose ses lunettes, ce qui fait que lorsque le projet a commencé à se balader sur les réseaux sociaux, plein de gens se sont dit « elles sont cool ces lunettes, moi aussi je veux des lunettes en bois ». La recette a bien marché pour le collectif Shelter. Avec les dons des internautes, ils ont pu installer leur atelier et s'acheter les machines nécessaires à la fabrication des lunettes. Aujourd'hui, ils ont la confirmation que leur idée de départ a bien rencontré son public. On avait demandé 7 000 € au départ sur la plateforme en 45 jours. Et au bout de 7 jours, on avait déjà récolté les 7 000 € nécessaires. Donc là, du coup, on a vu que le projet commençait à prendre, que les gens étaient réceptifs à notre démarche et aux produits qu'on proposait. Nous, on voulait vraiment se repositionner sur de la fabrication locale, artisanale, avec éco-responsable, on récupère du bois. Tout est fait à Annecy. Au-delà de Made in France, on est vraiment de Made in Annecy. C'est ce qu'on met sur nos lunettes pour vraiment valoriser notre produit. Et le partage et tout ça fait que sur KissKissBankBank, plus les réseaux sociaux, on arrivait rapidement à 150 personnes, plus de 150 personnes qui ont misé sur notre projet. Donc c'est vrai que cet engouement nous avait vraiment plaisir. Autre atout du financement participatif, il supprime tous les intermédiaires classiques et contribue à créer une proximité entre porteurs de projets et contributeurs. Au-delà de la relation financière, c'est une véritable communauté qui s'est créée. Les donateurs suivent l'évolution du projet et encouragent régulièrement l'équipe. Par ce modeste geste, je tenais à vous accorder ma confiance et vous transmettre de belles énergies pour votre futur. PS, je souhaiterais la monture en marron foncé car je n'ai plus 20 ans. Croyez en vous, gardez confiance. Claudette. Je pense que pour ces KissBankers, plus que le produit qu'ils ont vu en photo, ce qui les a vraiment intéressés, c'est cette aventure humaine, c'est l'amitié qui transpire de notre projet, hein, forcément. On est très transparent là-dessus. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est nos banquiers, mais ça va être aussi, c'est nos clients, ça va être nos futurs clients, nos ambassadeurs, nos partenaires. Et ça, c'est totalement novateur dans l'économie d'aujourd'hui. De cette façon, les plateformes de financement participatif sont en train de favoriser l'émergence d'une nouvelle forme d'économie, l'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est une économie qui prône des valeurs et surtout des modes de fonctionnement très différents de l'économie traditionnelle, puisque c'est une économie qui pousse les individus à gérer des problèmes entre eux et donc à sortir une espèce de grande pyramide oligarchique ou monopolistique dans lesquelles on bosse depuis déjà 50 ou 100 ans. Donc effectivement, ça pousse à créer du lien entre les individus qui sont mis à profit même dans des relations commerciales, et faire en sorte, encore une fois, qu'entre nous, on puisse se passer autant que possible des intermédiaires classiques. Et en cela, c'est vrai que c'est une véritable révolution. Une révolution qu'ont bien comprise les banques historiques, qui cherchent à s'associer à ce mouvement pour éviter qu'il lui échappe. Cette banque a choisi d'accompagner le phénomène en nouant un partenariat avec la plateforme. Tous les mois, elle donne un coup de pouce à un projet en participant à son financement à hauteur de 50%. Une somme peu élevée au final, mais qui lui assure un beau retour sur investissement en termes d'image. Celui-là, il est super, c'est vraiment une innovation design. Il s'appelle la chaise renversée et c'est un bureau qui peut devenir une chaise longue. Ça, c'est bon, ça. C'est un vrai candidat à notre coup de cœur parce qu'il a une dimension un peu aussi d'ergonomie et puis là, qui a une dimension quotidienne énorme. Donc, non, je pense qu'on va vraiment soutenir ce projet. Ouais. Nous, on s'intéresse à ce qui fait la vie des gens, ce qui fait leur quotidien. En 2013, il y a plus de 500 000 personnes qui se sont intéressées au crowdfunding de près ou de loin, que ce soit sur les plateformes en donnant de l'argent ou en postant des projets. Donc c'est quelque chose qui grandit. L'enjeu, c'est quel impact on a dans cette vie-là quotidienne. Et cet impact, on le réalise soit en permettant des financements, on va dire, de tous les jours, le crédit pour la voiture, le crédit pour la maison. Et puis, il y a des choses qui ne rentrent pas forcément dans tous les cadres. Ça, plutôt que de se dire ça ne rentre pas dans notre cadre et on le passe ailleurs, nous, on a préféré ouvrir cette porte qui est celle du crowdfunding. 9 mois après la collecte, les shelters voient l'avenir en grand, avec une nouvelle collection en cours de fabrication et un local plus adapté pour installer leur atelier. Les nombreux atouts du financement participatif ont conquis la planète. Déjà 6 milliards de dollars collectés l'an passé dans le monde.
Et certains prédisent une explosion du marché qui pourrait peser 1000 milliards de dollars en 2020. De retour dans les murs du NUMA où je suis en compagnie de François Carbone. Bonjour, vous êtes le président de l'association Crowdfunding France. Pouvez-vous me dire si ces 1000 milliards d'euros à l'horizon 2020 dans le financement participatif est un volume réaliste? Parce que ça paraît énorme. Pour donner un élément de comparaison, l'épargne en France, c'est 14 000 milliards d'euros. 1000 milliards, c'est pas colossal. Le rythme de croissance, c'est 100% par an depuis 3 ans au niveau mondial. Et en France, c'est entre 100% et 200%. Est-ce que les banques voient le crowdfunding d'un très bon œil? Alors les banques sont un peu méfiantes vis-à-vis du crowdfunding parce qu'on va désintermédier un peu le système. Les banques qui sont l'intermédiaire principal du système financier en France, c'est 80% du financement, les banques en France, voient ça d'un mauvais œil, que ça sorte un peu de leur escarcelle. Le financement participatif, il est accessible à tout le monde? C'est accessible à tout le monde. Tout le monde ne réussira pas, mais c'est accessible à tout le monde. Ce qui change beaucoup, et qui n'existait pas avant, c'est qu'on peut tester son produit, on peut faire un test de marché. Et en ça, c'est une révolution. Parce que, je prends un exemple très concret, on est en train de faire un prototype pour une montre reliée à son smartphone, parce qu'on pense que c'est génial. Le produit n'est pas encore fini. On peut aller faire une campagne de crowdfunding en disant que dès que le produit est fini, on va le livrer. Et à ce moment-là, le financement permet de faire le produit et ensuite on le livre. Est-ce que vous diriez qu'il y a une dimension philanthropique dans le financement participatif? C'est très juste. En fait, et là, on touche la typologie de projets qui peuvent être financés en financement participatif. Il y a des projets artistiques, des projets de microfinance, des projets d'entreprise. Globalement, c'est des projets de création. Mais il y a une dimension un peu philanthropique quand on va aller financer un chanteur sans avoir de retour espéré, ou quand on va aller financer une œuvre cinématographique sur laquelle on aura juste un billet d'entrée lorsque le film sortira en salle. Alors il y a plusieurs manières de faire du financement participatif, et pour qu'on y voit bien clair, je vous propose qu'on s'en remette aux bons soins pédagogiques de Madame Keller. Aujourd'hui, Madame Keller voudrait investir son argent dans des projets auxquels elle croit. En se rendant sur des sites de crowdfunding, elle trouve 3 projets qui l'intéressent, chacun financé par des types d'investissements différents. D'abord, Madame Keller veut aider un petit groupe de rock à produire son album grâce au système simple et direct du don contre don, le plus répandu. En donnant de l'argent pour ce groupe, elle recevra en contrepartie, par exemple, un t-shirt du groupe et un CD. Ensuite, elle voudrait aussi aider une association à reconstruire un vieux château. Pour cela, elle peut faire un prêt entre particuliers qui s'apparente à un prêt bancaire, avec ses taux d'intérêt et ses remboursements. Ce système qui concurrence les banques est en plein boom. Enfin, Madame Keller est très attirée par un projet de création d'une entreprise d'élevage de poules bio. Elle peut alors faire un investissement en capital. Là, elle aura le droit de participer aux décisions de l'entreprise et de toucher des dividendes. Madame Keller participe désormais à des projets qu'elle aime, mais dans tous les cas, cela reste risqué pour elle car il n'est pas certain que tous ces projets voient le jour. Est-ce que Madame Keller prend des risques, effectivement, en ayant recours au financement participatif? Alors Madame Keller, en tout cas, doit savoir en quoi ça consiste, en fonction de si elle donne, si elle prête ou si elle investit. Si elle donne en échange d'une contrepartie, elle ne prend pas vraiment de risque. Le seul risque, c'est qu'elle ne se voit pas livrer sa contrepartie. Quand on prête, il y a un taux d'intérêt, donc une rémunération, donc il y a un risque en face de cette rémunération. Et quand elle investit, c'est pareil. Aujourd'hui, le crowdfunding, ça finance des jeunes entreprises, et donc une jeune entreprise n'est pas certaine de se développer comme elle l'a prévu. Et donc on prend un risque qu'il faut connaître au préalable. Est-ce que le financement participatif est encadré d'un point de vue légal de façon spécifique? Il y a quelques semaines, il y a eu des annonces sur ces modifications et ça va changer 2 choses réellement. Dans le métier du prêt, on n'aura plus besoin de banque entre les deux ou d'être une banque, donc ça coûtera beaucoup moins cher et ce sera beaucoup moins compliqué. Ça, c'est pour des entreprises qui chercheront moins d'1 million d'euros et pour un particulier qui mettra moins de 1 000 euros par projet. Et dans l'investissement, quand une entreprise cherche moins d'1 million d'euros, elle pourra communiquer à un nombre illimité de personnes son information financière. Alors qu'avant, c'était limité à 150 personnes. Et donc, on voit tout de suite le potentiel que ça peut représenter. François Carbone, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et bonne continuation dans le financement participatif. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.
La plus grande éolienne du monde mesure aujourd'hui moins de 250 mètres de haut. Par conséquent, le vent qui passe au-dessus ne sert à rien, ni à personne. Et bien dans cette rubrique Terre, nous allons voir comment exploiter cette ressource apparemment inaccessible grâce à un cerf-volant. Mais avant cela, petit rappel historique sur cet objet aux multiples utilisations. Le cerf-volant ne sert pas qu'aux loisirs, aux enfants, aux poètes ou aux sportifs. L'origine du cerf-volant remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, quand les Chinois en faisaient une utilisation essentiellement militaire. Le cerf-volant servait de signal, apportait des messages, effrayait les ennemis ou évaluait les distances. En Chine, on savait même construire des cerfs-volants assez grands pour soulever un passager. L'introduction des cerfs-volants en Occident remonte seulement à la fin du XIIe siècle. À partir du XVIIIe, il se révéla très utile dans les domaines militaires et scientifiques, comme pour la météorologie à différentes altitudes, la fameuse démonstration de Benjamin Franklin sur la nature électrique des éclairs, et plus tard pour la photographie aérienne, la transmission radio, ou même pour la traction de bateaux. Il y a plus d'un siècle que déjà, l'exploitation de l'énergie éolienne par des cerfs-volants a été imaginée. Et depuis peu, de nombreux tests ou prototypes tentent d'utiliser la force et la régularité du vent à haute altitude pour générer de l'électricité avec des cerfs-volants. Capter les vents d'altitude avec un cerf-volant pour produire de l'énergie, c'est le rêve de dizaines d'ingénieurs à travers le monde. Et ceux qui tiennent les fils en sont convaincus. Cette technologie est pleine d'avenir. Nous partons à leur rencontre. On savait déjà que le vent pouvait être transformé en énergie avec les éoliennes. Une éolienne terrestre utilise le vent au sol. Un vent dépendant de la météo est stoppé parfois par les reliefs de la Terre. Elle mesure 150 mètres de haut au maximum. Or, le vent est plus puissant, plus rapide et plus régulier à des altitudes supérieures. Résultat, elle ne tourne que 20% du temps en moyenne. La solution pour aller chercher ce vent constant et puissant plus haut, aussi surprenant que cela puisse paraître, pourrait être le cerf-volant. Objet de loisir hier, il peut aujourd'hui produire de l'électricité avec une turbine. Et il peut en produire en quantité. Car avec un vent d'à peine 40 km/h, un cerf-volant atteignant 300 mètres d'altitude produit 2 fois plus d'énergie qu'une éolienne de 150 mètres. Berlin, c'est ici dans le laboratoire de l'Université technique de la ville que les recherches d'Alexander Bormann ont commencé. Cet ingénieur aéronautique travaille depuis 6 ans avec son équipe sur la conception d'un système mobile de cerf-volant produisant de l'électricité. Et ce matin, il réalise un test avec le tunnel de vent. Grâce à cette grosse soufflerie qui reproduit la force du vent en altitude, il vérifie la solidité de cette maquette d'aile de cerf-volant en modèle réduit. Avec le tunnel de vent, nous testons les propriétés aérodynamiques de l'aile. La poussée du vent et la résistance de l'aile dans différentes situations et positions. Pour aller chercher le vent puissant d'altitude, il faut fabriquer des ailes à la fois légères et très résistantes. Dans cet atelier, Alexander met au point de toutes nouvelles ailes de cerf-volant en matériaux composites et qui peuvent résister à la force du vent à des centaines de mètres d'altitude. Voici une moitié d'aile sortie du moule et que nous avons testée dans le tunnel de vent. Nous finalisons tout ici, de la conception sur l'ordinateur à la fabrication du moule. En peu de temps, nous pouvons intégrer les modifications. Mais pour l'instant, cette aile n'est qu'une maquette. À terme, elle mesurera 30 mètres carrés. Avec une telle taille, la corde qui la soutient doit être très solide. Car à 300 mètres d'altitude, un vent d'à peine 40 km/h environ exerce déjà sur la corde une force équivalente à une quinzaine de tonnes. Plusieurs matériaux ont été mis à rude épreuve avant de trouver le plus adapté au système. Ce matériel est du polyéthylène à haute densité moléculaire, qui est 7 fois plus solide que de l'acier. En attendant la mise au point de ces nouveaux éléments, Alexander utilise des ailes similaires à des voiles de parapente pour réaliser ses tests. Les recherches ne se font pas qu'en atelier. Cet après-midi, il va tester sur le terrain son prototype de cerf-volant monté sur un camion. Ce système mobile permet d'amener de l'électricité partout, voire de fournir en courant électrique des régions isolées par exemple. L'idée d'Enerkite est d'apporter l'électricité là où on en a besoin. Dans le désert, dans les montagnes, dans tous les endroits où un camion peut aller. Et ce système flexible et mobile fonctionne très simplement.
L'aile prend le vent en faisant des grands 8. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de force sur le câble qui tire le treuil et se déroule. Grâce à ce mouvement du treuil, le générateur produit du courant électrique. Le cerf-volant prend de l'altitude en faisant des 8 successifs. En prenant de la hauteur, il tire sur la corde et actionne le treuil. Ainsi, il produit mécaniquement de l'énergie transformée en électricité grâce à un générateur. Lorsque le cerf-volant a atteint sa hauteur maximale, le treuil se rembobine, ce qui permet de recommencer le cycle qu'on appelle cycle yo-yo. Ce cycle est géré par un ordinateur central. Voici ici l'installation de l'ordinateur central qui contrôle automatiquement le processus. L'énergie est stockée automatiquement dans la batterie et permet d'alimenter ensuite directement les consommateurs. Grâce à cet afficheur, Alexander peut voir en temps réel combien d'énergie le cerf-volant produit. Avec un Enerkite de 100 kWh qui produit 300 MW par heure et par an, c'est une quantité d'énergie qui suffit pour la consommation d'électricité de 100 foyers. Le cerf-volant peut être contrôlé manuellement et être rétracté en cas de tempête. Peu coûteux, ce système garantit un approvisionnement régulier d'électricité puisque le vent d'altitude souffle en permanence. Avec l'énergie éolienne, aujourd'hui nous constatons que la demande n'est plus seulement de fournir de l'énergie verte, mais aussi de garantir la sécurité d'approvisionnement, et ce, à un moindre coût. Le cerf-volant est une solution idéale pour ça. Avant de s'intéresser à ce système, Alexander a travaillé pendant 20 ans à la conception d'éoliennes. Il a très vite compris que le cerf-volant pouvait être une ressource complémentaire. À l'époque, il était très clair que les éoliennes conventionnelles atteignaient leurs limites en ce qui concerne leur taille. Cela devenait de plus en plus cher au fur et à mesure de leur production, et ça devenait de plus en plus difficile de les transporter sur les routes trop étroites. Le cerf-volant, c'est la solution idéale sur ce point. Et l'idée m'est venue il y a 8 ans et j'ai pensé, mais c'est fou, alors faisons-le. Ce système est ingénieux car il est mobile, mais limité à une hauteur de 300 mètres. Pour produire davantage d'énergie à partir d'un cerf-volant, il faut aller chercher le vent encore plus haut, là où il peut atteindre des moyennes de 70 km/h. Un autre système encore plus élaboré est en cours de fabrication en Italie. Dans la province de Turin, ce dôme sous la neige n'est pas un ovni, mais une structure fixe de cerf-volant. Elle peut aller chercher des vents dépassant les 70 km/h jusqu'à 2500 mètres d'altitude et relier directement au réseau électrique général. Ce prototype, en phase d'expérimentation, est à l'arrêt pour l'instant pour pouvoir tester des hauteurs supérieures. On est allé jusqu'à à peu près 500 mètres d'altitude avec l'aile, parce que là, c'est la limite qu'on a eue par les autorités aéronautiques. Et dans le prochain endroit où on va monter le nouveau générateur, on ira jusqu'à 2500 mètres. Au-delà de 300 mètres d'altitude, il faut en effet l'accord des autorités aériennes pour faire voler un cerf-volant. Les ingénieurs italiens ont donc trouvé un autre site dans le sud de l'Italie pour installer leur prototype. Voici à quoi ressemblera le système finalisé en simulation 3D. La structure fixée au sol pourra supporter la force des vents qu'elle ira chercher à 2500 mètres d'altitude. Ce projet fonctionne également avec un treuil en cycle yo-yo et alimentera directement le réseau électrique général. Avec ce système qui a une puissance de 3 MW, on pourrait produire l'énergie nécessaire pour environ 10 000 foyers. Et disons que l'énergie produite par un seul de ces générateurs correspond à peu près à 4 fois l'énergie produite par une éolienne de même puissance. Les ingénieurs italiens continuent de tester la résistance et la performance de leur matériel. Car l'objectif technologique dans quelques années, c'est ce carrousel. 4 km de diamètre, 270 ailes de cerf-volant, fonctionnant automatiquement en continu sur terre ou en mer, et rétractable en cas de tempête grâce à un système informatique et des GPS sur chaque aile. On pourrait produire l'énergie produite par 5 centrales nucléaires avec un coût du système beaucoup moins cher parce qu'on parle de 1,5 milliard contre, disons, environ 20-25 milliards pour la construction de 5 centrales nucléaires. Les centrales du futur fonctionneront-elles avec des cerfs-volants ?
En tout cas, le ciel représente un potentiel très important d'énergie. Car selon une étude de l'Université américaine de Stanford, si on exploitait 1% des vents de hautes altitudes, la totalité des besoins énergétiques de la planète pourrait être couverte. Je suis maintenant en compagnie d'Antoine Rabin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en énergie. Alors, produire de l'électricité avec des cerfs-volants, c'est une solution crédible? Alors, c'est une solution crédible. Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut se poser la question de savoir si on en a besoin. La réponse, c'est clairement oui, on a besoin en tout cas de nouvelles énergies. Les énergies renouvelables qui sont aujourd'hui déployées sur le plan commercial, c'est-à-dire en gros l'éolien terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse, l'hydroélectricité, tout ça ne suffira pas pour nourrir les besoins en énergie renouvelable de la première moitié du XXIe siècle. Et donc on a un besoin d'aller chercher de nouvelles technologies pour exploiter des nouvelles sources d'énergie. Et les cerfs-volants font partie de ces sources potentielles comme d'autres. Concrètement, quels sont les verrous à faire sauter? C'est très clairement de pouvoir être en capacité de démontrer que la technologie est crédible sous un temps long de production d'au moins 20 ans et à un coût compétitif, ou en tout cas à long terme. Est-ce qu'il existe d'autres solutions pour essayer de capter l'énergie des vents à plus ou moins haute altitude? Alors, on connaît très bien, effectivement, aujourd'hui, les technologies éoliennes, avec les turbines horizontales, qui produisent d'ailleurs beaucoup à terre aujourd'hui et qui a un marché en pleine expansion. On est déjà aujourd'hui en train de chercher à exploiter les vents en mer avec des technologies toujours plus grandes. Les éoliennes terrestres sont à peu près à 100 mètres de hauteur pour la hauteur de la turbine. Aujourd'hui, les éoliennes en mer, elles sont déjà à 150 mètres et dès demain matin à 200, voire 250 mètres, voire 300 mètres, on va construire des tours Eiffel en mer, en quelque sorte. Et tout l'enjeu, c'est cette course à la puissance aujourd'hui que déploient les industriels. Alors, s'il est possible de capter l'énergie des vents avec un cerf-volant, il est peut-être possible de faire la même chose avec des courants marins. Et cette idée-là, elle est déjà dans les tuyaux. Le cerf-volant sous-marin, c'est notre bref du web. Une entreprise suédoise a mis au point un cerf-volant sous-marin doté d'une turbine qui convertit la force hydrodynamique des courants en électricité. Ce cerf-volant, baptisé Deep Green, est relié à une plateforme flottante par un câble situé à 25 mètres de profondeur dans une zone où il se meut librement. L'eau de mer est 800 fois plus dense que l'air et par conséquent, le mouvement de la turbine installée sur ce dispositif génère près de 800 fois plus d'énergie que si elle se trouvait dans le ciel. Après plusieurs phases d'amélioration, un prototype abouti est actuellement en test au large de l'Irlande du Nord et le constructeur espère pouvoir commercialiser le Deep Green en 2016. Le cerf-volant sous-marin ou le cerf plongeant, est-ce que c'est une idée crédible, ça? Alors, en fait, on est tout à fait dans la même direction que capter l'énergie du vent dans l'atmosphère. Aujourd'hui, de manière très claire et de manière très crédible, on est en train de développer ce qu'on appelle des hydroliennes, c'est-à-dire des éoliennes sous l'eau pour récupérer l'énergie des courants et des courants des marées en particulier. Alors aujourd'hui, beaucoup avec des turbines et peut-être demain avec des cerfs-volants ou des hydroliennes de technologie de rupture. Et aujourd'hui, quelles sont les pistes les plus prometteuses en matière d'exploitation de l'énergie marine, qui peut prendre plein de formes d'ailleurs? Plein de formes, il y a énormément de filières aujourd'hui qui sont en cours d'investigation. Les plus avancées en tout cas, ce sont très clairement donc, les hydroliennes, les fameuses éoliennes sous l'eau. On est en train aussi aujourd'hui de construire des développements technologiques sur ce qu'on appelle la filière houlomotrice, c'est-à-dire la récupération des vagues. Mais on a aujourd'hui un foisonnement d'idées, plus ou moins farfelues ou plus ou moins crédibles d'ailleurs, pour la récupération donc, de la houle. Mais on a aussi la valorisation par exemple du différentiel de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides profondes, qu'on appelle énergie thermique des mers. Donc voilà, on a un panorama de technologie qui est extrêmement important et très prometteur pour la suite. Antoine Rabin, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Et nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur arte.tv/futurmag et continuer de réagir sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et en attendant, bon vent und bis bald.